je m'appelle Lisa Prudy, je représente le groupe African Achieving the American Dream. Nous sommes un groupe qui tient à assister les frères et sœurs qui viennent de l'Afrique et qui sont nouvellement immigrés aux États-Unis. Nous avons décidé de mettre sur pied ce projet d'émission qui s'appelle Road to Success, c'est-à-dire le chemin vers le succès, précisément pour les immigrés africains des États-Unis. Et donc, ce groupe est sur Facebook en ce moment. Si vous faites la recherche, vous allez nous retrouver sur Facebook, African Achieving the American Dream. Alors, une fois de plus, je vous dis bienvenue dans notre émission Road to Success. Nous allons commencer avec la première et très très importante étape qui est celle de l'immigration aux États-Unis. Comment obtenir un statut légal? Je vous reviens dans un instant. Bonjour Martial, c'est un très grand plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui sur un sujet qui est très important pour la communauté africaine qui immigre aux États-Unis. C'est le sujet de l'immigration légale aux États-Unis. Alors, toi, tu as une expérience particulière. Le mythe, en fait, c'est que les gens pensent qu'il n'y a que deux options pour immigrer aux États-Unis, ou alors pour obtenir un visa, on va dire immigrant, ou alors avoir une carte de résidence permanente. C'est soit de se marier avec un Américain ou une Américaine, ou alors de faire une demande d'asile. Ce qui n'est pas forcément vrai, parce qu'il y a d'autres options, en fait, comme par exemple le regroupement familial dépendant de la catégorie. Il y a également ceux qui jouent à la loterie américaine, en fait, parce que les États-Unis étant un pays qui recherche la diversité, ils sont toujours dans des pays où ils ne sont pas suffisamment bien représentés pour chercher des personnes qu'ils aimeraient inviter dans leur pays. Donc en dehors de ces catégories-là, on a également d'autres catégories dans lesquelles toi tu te retrouves et tu souhaiterais en fait en parler avec nos téléspectateurs et notre communauté de frères et sœurs venus d'Afrique et qui résident aux États-Unis. Donc, merci Lisa, merci, n'est-ce pas, de me parler de ce problème qui est si important pour nous dans la communauté africaine ici aux États-Unis, où l'on a l'impression que l'on fait croire à nos frères et sœurs qui arrivent ici qu'il n'y a que, n'est-ce pas, ces deux façons de devenir permanent résident aux États-Unis, soit de se marier avec un Américain ou alors de devenir un exilé, comme beaucoup me l'ont proposé d'ailleurs lorsque j'étais étudiant. On m'a dit non, monsieur là, vous êtes un étudiant, on va vous chasser des États-Unis lorsque vous avez fini vos études, vous ne pourrez jamais trouver de travail, alors il faut que vous puissiez faire un dossier pour l'exil. Ce que je n'ai pas fait. Et aujourd'hui, je pense que je peux parler à ceux-là qui peuvent avoir cette possibilité-là, n'est-ce pas, de se retrouver aux États-Unis par le biais de leurs études, et c'est possible d'y arriver. Avec un visa F1. Voilà, avec un visa F1, très souvent sans même payer les études. Oui. Et on pourra parler de ça si vous en avez le temps. Oui. Et toute une émission en fait sera consacrée à cela. Et une fois que vous êtes étudiant sur le territoire américain, vous avez la possibilité de changer votre statut sans pour autant avoir à faire quelque chose d'illégal. Si vous avez un bachelor's degree, c'est-à-dire une licence que vous allez faire, à 2 années de la fin, vous pouvez déposer un dossier, n'est-ce pas, pour un CPT. C'est un document qui vous permettra de faire un stage d'1 à 2 ans avant de finir vos études. Vous voulez bien définir en fait cet acronyme-là? Voilà, ça se dit Curricular Practical Training. Oui. Donc, ça vous permet de faire un travail dans le domaine qui est lié à vos études. Voilà, qui est dans votre spécialité en fait. Voilà. Oui. Une fois que vous finissez avec ça, vous avez 1 à 2 ans pour faire ça. Oui. Maintenant, lorsque vous finissez vos études, vous avez encore la possibilité d'avoir un autre document qui est optionnel, OPT, Optional Practical Training. Oui. Alors, si vous l'obtenez, et très souvent, il n'y a pas de difficulté à l'obtenir, vous déposez au service d'immigration de l'université qui s'occupe des étudiants étrangers un dossier et c'est l'université qui va se charger de vous faire sortir les résultats de cela. Ce document, en réalité, il vous permet de travailler dans n'importe quel secteur pendant 2 ans et c'est renouvelable. Vous pouvez le renouveler avant qu'il ne finisse. Donc, ça vous donne entre 3 et 4 années pour chercher un travail permanent. Une fois que vous avez un travail permanent, vous pouvez donc déposer maintenant votre dossier pour être résident permanent aux États-Unis et avoir, n'est-ce pas, toutes vos chances pour que votre dossier aboutisse. C'est très intéressant ce que vous expliquez là parce qu'en fait,
généralement, les gens se disent que c'est un processus qui est très complexe et ils n'osent même pas commencer en fait. Et c'est pourquoi beaucoup d'étudiants qui arrivent ici préfèrent aller faire une demande d'asile, même quand en fait ils n'ont pas une crainte particulière à retourner dans leur pays. Donc dans votre cas, pour les rassurer, combien de temps à peu près le processus a pris entre le temps où vous arrivez ici comme étudiant en master, n'est-ce pas? Oui. Voilà, et le temps où vous terminez vos études et vous êtes aujourd'hui, vous avez un PhD aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc à peu près combien de temps? Disons que j'ai fait un OPT après 3 ans et demi. Ok. Voilà. 3 ans et demi d'études. 3 ans et demi d'études. Oui. Et lorsque j'ai donc fini mes études, au bout de 5 ans, donc ce OPT avait eu suffisamment le temps de sortir. Oui. Donc après 3 ans et demi, vous déposez le dossier et le temps de finir vos études, les résultats sont là. Et vous avez ces 2 ans pour trouver le travail. Oui. Et si vous ne trouvez pas le travail, vous pouvez reconduire encore pour 2 ans. Oui. Bon, au bout des 2 premières années, j'ai eu la chance de trouver le travail et directement, mon employeur a donc transformé ce OPT en un H-1B qui te donne donc, n'est-ce pas, l'autorisation de travailler aux États-Unis. Ça, c'est très intéressant en fait. Mais j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière pour parler du moment où tu es encore étudiant en master. Il est important de faire comprendre à notre communauté africaine que même pendant qu'on est étudiant en master, on a la possibilité, bien qu'étant un étudiant international, de trouver certainement de l'emploi, au moins au campus, c'est possible. Bien entendu. Et je dirais même, il y a une autre chose dont je n'ai pas parlé. Oui. Il y a en fait un certain papier qui permet à l'étudiant de travailler même hors du campus. Ah, c'est très intéressant. Parce que je me rappelle, lorsque j'ai été gravement malade il y a une année, j'ai déposé un dossier pour qu'on me donne une autorisation de travailler à la base du fait que mes moyens ne me permettent plus, vu ma maladie, de m'occuper de moi-même. J'ai obtenu une autorisation pour travailler hors du campus, bien que je ne l'ai pas utilisée. Donc, les gens doivent savoir que ça existe. Donc, en fait, ce que je retiens de ce que tu viens de me dire, c'est qu'il y a des opportunités. Oui, même hors du campus. Voilà, il faut donc simplement faire des recherches, il faut être informé, il faut poser les bonnes questions. Ce qui me ramène à quelque chose de très important, en fait, pour les téléspectateurs, c'est l'importance de s'accompagner d'un professionnel de l'immigration. Parce que dans tout le processus, si vous y allez tout seul, ce que vous auriez pu accomplir ou connaître en un mois, on va dire, en fait, cela peut vous prendre 3 années pour finalement rassembler ces informations, alors que les spécialistes du domaine, en fait, ils ne font que ça. On parle là précisément des avocats spécialisés dans le domaine de l'immigration. Ne vous fiez pas juste à ce que le voisin dit. Ma cousine était venue aux États-Unis, voici ce qu'elle a fait. Écoutez-les, c'est bien. Chaque expérience est différente et intéressante. Mais c'est important de se rapprocher des professionnels. Et je suppose que c'était ton cas dans tout ton processus. Tu as dû t'accompagner d'un professionnel. Évidemment. Et c'est important ce que vous venez de dire parce qu'il ne faut pas toujours se fier à ce qu'on dit. Parce que bien que l'un d'entre nous ait pu passer par un chemin qui a marché pour lui, il ne faut pas toujours croire que si l'autre arrive, ça va se passer de la même façon. Parce que toutes ces procédures dépendent de beaucoup de choses. Et du pays d'origine, et des études que la personne est en train de faire, et des activités parascolaires que la personne a eu à avoir. Donc, votre cas, quelle que soit la personne que vous êtes, votre cas est particulier. Et vous devez trouver un avocat et lui expliquer exactement de quoi il est question, ce que vous avez, ce que vous proposez aux États-Unis pour demander que l'on vous donne une résidence. C'est tout à fait ça le point et vraiment je te remercie infiniment, professeur Martial Lonla, du temps que tu as pris en fait pour pouvoir partager ces informations qui vont en tout cas ouvrir les yeux à ces personnes qui jusque-là croient qu'il n'y a pas d'opportunité en dehors de faire une demande d'asile ou alors d'épouser une personne dont on n'est pas forcément amoureuse. Alors que notre souhait, c'est que pendant votre processus, que vous soyez capable de rencontrer votre âme sœur, mais en fait que vous vous mariez avec cette personne par amour et non pas par intérêt pour les papiers américains. Alors, dans un instant, nous allons revenir vers vous avec un spécialiste du domaine de l'immigration. Ce sera un avocat de l'immigration. Notre objectif dans cette émission qui est Road to Success, qui est en fait établi ou organisé par le groupe African Achieving American Dream, dont le professeur fait partie et qui est d'ailleurs un des mentors, donc pour toutes les personnes qui ont besoin de conseils et tout le reste. L'objectif pour nous, c'est non seulement de vous informer afin de vous permettre de réussir un peu plus aisément ou plus rapidement aux États-Unis, mais c'est surtout de vous faire rêver et de vous faire comprendre que c'est possible.
dans ce arriver pays. En moins de temps que possible. En moins de temps, voilà, absolument. Voilà, comme Parce je le qu'on disais. peut toujours arriver, mais après avoir perdu beaucoup de temps à écouter ce que les gens disent, Voilà. sans, n'est-ce pas, aller droit au but et trouver l'information nécessaire sans se perdre du temps. Absolument. Donc, par exemple, si vous choisissez d'aller faire une demande d'asile alors que vous n'avez pas les éléments nécessaires pour une demande d'asile, vous vous retrouvez à passer 5 ans à tourner en rond. Voilà. Peut-être juste avec un permis de travail, alors qu'en fait, vous auriez pu, dans d'autres circonstances, avoir un visa, en fait, une carte de résident permanent. Je vous donne un exemple. Il y a tout dernièrement un programme que le gouvernement des États-Unis a mis à disposition des médecins. Et donc, les médecins internationaux qui arrivent et qui ont moins de 35 ans, je pense, on leur donné l'option de venir en aide aux militaires. Ouais. Et donc, quand ils rejoignent l'armée, ils ont la possibilité d'obtenir la nationalité américaine en moins de 6 mois. Ouais. C'est magique, en moins de 6 mois. Mais maintenant, nous voyons des médecins ici qui arrivent et donc qui s'en vont travailler dans les restaurants et qui font la plonge. Vraiment, nous n'avons rien à reprocher aux personnes qui font la plonge. Mais en fait, si vous y retrouvez alors que ce n'est pas votre place, en quelque sorte, c'est un peu gênant. Donc, le but de cette émission, effectivement, c'est de vous apporter une forme d'éclairage. Et comme je disais, nous n'avons pas le monopole du savoir. Et vous pouvez donc, si vous êtes également un immigré africain aux États-Unis, vous pouvez rejoindre notre groupe sur Facebook, African Achieving American Dream, et partager votre expérience avec nous, devenir mentor d'un nouvel immigré. Vous pouvez également nous apporter des informations qui pourraient éclairer toutes les personnes qui comptent venir vivre aux États-Unis. Merci, je vous retrouve dans un instant. Merci Martial. Merci Lisa. Nous sommes en ce moment dans le bureau d'une experte dans le domaine de l'immigration aux États-Unis. Il s'agit de maître Cécile Nanchuan qui a eu l'amabilité de nous recevoir aujourd'hui et donner quelques conseils à nos frères et sœurs africains qui sont aux États-Unis et qui souhaiteraient se mettre en règle avec l'immigration. Merci maître Cécile Nanchuan de nous accorder ces quelques minutes dans votre emploi de temps certainement très chargé afin qu'on puisse éduquer la population africaine qui se retrouve immigrée ici aux États-Unis. C'est plutôt moi qui vous remercie, Lisa. Je remercie aussi African Achieving the American Dream et votre programme Road to Success. J'encourage ce genre d'initiative et franchement, tout l'honneur est pour moi. Merci. Merci infiniment. Il s'agit aujourd'hui pour nous de permettre aux personnes qui nous regardent de comprendre l'importance qu'il y a de se rapprocher des experts dans le domaine de l'immigration quand il s'agit d'entreprendre leur dossier avec l'immigration américaine. Qu'est-ce qui pourrait, d'après vous, être une motivation supplémentaire pour ces personnes-là de ne pas s'aventurer à soumettre tout seul leur dossier ou entreprendre tout seul cette aventure avec l'immigration américaine? Je dirais que pour moi c'est un peu ça va de soi quoi. Quand on est malade, on va à l'hôpital. C'est très simple. Si on a mal à la tête, on peut aller en route acheter une aspirine ou à la pharmacie, comme on fait en Afrique. Mais dans ce pays, si on a des maux de tête qui continuent, si la maladie est sérieuse, on va à l'hôpital. Et comme je suppose que obtenir les papiers ou un statut légal dans ce pays est la chose qui devrait préoccuper tous ceux qui viennent avec l'intention de rester, et que c'est quand même quelque chose qui est très très important dans la mesure où c'est le statut de quelqu'un dans ce pays ou dans tout autre pays qui définit un peu son avenir dans ce pays. J'estime que pour entreprendre une démarche avec les services américains pour avoir les papiers, il faut aller voir un spécialiste, un avocat de préférence, parce que j'en suis un, mais aussi il y a des gens qui sont aguerris, plus ou moins par la force des choses, soit parce qu'ils ont travaillé chez des avocats ou ils ont travaillé avec des avocats qui peuvent aider. Je conseille aux gens, justement, c'est là où il y a une petite nuance, je conseille aux gens d'accord, vous pouvez vous faire aider par un ami ou une connaissance qui a travaillé avec un avocat ou qui a côtoyé les avocats longtemps, mais c'est toujours bien d'avoir le point de vue d'un spécialiste en termes de diplôme. Oui. Donc quelqu'un qui est avocat. Et si jamais vous vous engagez à envoyer un dossier à l'immigration, si vous travaillez avec quelqu'un qui ne peut pas mettre son nom
sur votre dossier comme ayant préparé ce dossier, il faut déjà vous poser des questions. En général, les avocats le font. Donc, ils apposent leur signature sur votre dossier. Ça les engage en tant qu'avocats. Certains consultants ou ceux qui ont travaillé avec les avocats ou qui ont côtoyé les avocats ou même qui vous ont tout simplement aidé à faire votre dossier devraient avoir quand même un peu d'honnêteté de mettre le nom sur le dossier comme la personne qui a soit interprété, soit participé à la confection du dossier. Oui. Ça, c'est très important et c'est un principe qui s'applique, ne serait-ce que, enfin, que ce soit pour la préparation d'un dossier d'avocat, que ce soit la préparation d'un dossier de taxes, oui, d'impôts avec les impôts, oui, et même à l'hôpital, parce qu'à la fin, s'il y a un problème ou une erreur, ce serait quand même bizarre que vous ayez fait l'erreur sur votre date de naissance ou sur votre ville de naissance, alors que ce n'est pas vous qui avez fait le dossier. Si vous aviez mis au départ que ce n'est pas moi qui ai fait le dossier, c'est X, Y, Z qui m'a aidé à traduire, oui, à ce moment-là, vous pouvez dire que, ah, tiens, il y a eu un défaut au niveau de la traduction parce que c'est monsieur tel qui a fait la traduction. Donc, c'était la longue réponse à votre, oui, question. La courte réponse, c'est que oui, il faut s'entourer d'un spécialiste quand il faut faire un dossier d'immigration. Parce que c'est important d'avoir les papiers. Oui, c'est très important d'avoir les papiers. Et je voudrais noter ici à l'attention des téléspectateurs que c'est un processus quelquefois qui peut être long et harassant. Déjà, vivre dans un pays qui est nouveau, c'est déjà très difficile parce qu'il faut s'accommoder à la vie dans ce pays-là. Mais en plus, quand on a la pression de ne pas être en statut légal, c'est encore plus difficile psychologiquement. Donc, le fait déjà de s'accompagner d'un expert vous enlève ce poids psychologique que vous avez, cette peur, cette crainte de mal faire les choses. Et il faut le dire, quand les choses ne sont pas bien faites, ça peut absolument prolonger le processus, je suppose. Bien sûr, ça va prolonger le processus, ça va intensifier le stress, ça va compliquer les choses de façon exponentielle. Parce que, écoutez, une demande une requête ou une demande au gouvernement américain pour avoir les papiers, ça commence au point A, ça se termine à la fin du cursus judiciaire, c'est-à-dire après que toutes les voies de recours ont été épuisées. Mais en général, c'est ce que vous avez fourni au départ, oui, comme dossier qui est pris en considération. Donc si au départ, il y a déjà une grosse bévue, une erreur multidimensionnelle, il y aura un effet backlash, si vous voulez. Un effet qui va pas être facile à gérer, voilà, à rattraper. Voilà. Par exemple, s'il y a des documents manquants, parce que pour une personne qui fait une demande, par exemple, d'asile, ou bien qui fait même une demande des papiers sur la base du mariage, il y a des documents qui sont requis, et quand on est accompagné d'un expert, on est plus à l'aise quand on a ces documents, parce qu'il suffit qu'un des documents manque pour qu'on reçoive une lettre et que ça retarde tout le processus. Voilà, déjà, si le formulaire n'est pas bien rempli, il vous est renvoyé. Voilà. Il vous est renvoyé avec une lettre en anglais que vous n'allez certainement pas comprendre. Donc, il faut aller revoir le même cousin qui vous a aidé à partir de son sous-sol pour qu'il lise la lettre. Oui. Il faut que ce cousin-là ne soit pas au Texas où il travaille normalement, qu'il soit sur place avec vous. Cette lettre va en général vous donner un délai, oui, pour retourner le dossier. Entre-temps, le temps passe. Bon, ça, c'est pour les petites erreurs sur le formulaire. Si le dossier est accepté et qu'il manque un acte de naissance ou une photo, etc., l'immigration va vous envoyer une lettre pour vous demander d'ajouter cette pièce. Mais déjà, ça va vous bouffer quelques temps en plus. Donc, entre-temps, si vous attendez, par exemple, dans le cas des green cards par le mariage, si vous attendez peut-être votre permis de travail, oui, 2 mois après la soumission de dossier, vous l'aurez après 5 mois, etc. Donc, en fait, les gens disent que c'est un investissement coûteux, les avocats, mais le sacrifice vaut la peine. Hein. Oui. À la fin, oui, ce qu'on fait comme économiser en termes de maux de tête et de tension artérielle, ça n'a pas de prix. Je suis absolument d'accord. Et de manière pratique, Maître Cécile, nous avons affaire à une population, une communauté qui généralement a l'habitude de dire aux personnes qui viennent d'arriver, voilà, vous avez 2 options pour vous mettre en statut légal aux États-Unis. C'est soit vous vous mariez à une personne qui a la nationalité américaine, même si cette personne est d'origine africaine, ouais, ou pas, ou alors vous faites une demande d'asile. Mais
il me semble bien qu'il y a beaucoup d'autres sous-catégories, même quand on parle de l'asile. Et en dehors de l'asile et du mariage, il y a encore de multiples autres catégories. Est-ce que vous voulez bien clarifier cela pour qu'on comprenne l'avantage qu'on aurait de manière spécifique, donc, à se rapprocher d'un expert pour présenter son cas spécifique, sachant que les cas d'immigration peuvent se suivre mais ne se ressemblent pas? Très bonne question, Lisa. En fait, il y a plusieurs façons d'avoir les papiers aux États-Unis. Il y a des façons qui impliquent les procédures qui sont commencées quand on est sur place, Oui, et celles qu'on peut commencer quand on est hors des États-Unis, c'est-à-dire encore dans son pays de résidence. oui, Voilà, vous savez très bien qu'il y a des visas étudiants qui vous permettent d'avoir un visa F1, qui vous permet de venir ici faire vos études, et tant que vous continuez à aller à l'école, vous n'avez vraiment pas de problème avec l'immigration. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas l'intention d'immigrer. tout à fait. Maintenant, pour ceux qui ont l'intention de vivre ici, il y a d'autres visas aussi. Il y a des sponsors. Vous pouvez vous faire sponsoriser par un employeur, par exemple. Oui. Vous pouvez faire une demande de visa à l'immigration américaine basée sur les capacités exceptionnelles que vous présentez. Parce qu'il y a une catégorie de visas, je pense que c'est les visas O, Oui. qu'on octroie à ceux qui sont des personnes, comme on dit en anglais, of exceptional capacity. Tout à fait. Ça peut être quelqu'un qui a un Un PhD, doctorat, oui. un doctorat par exemple en sciences, ou quelqu'un qui va apporter quelque chose à ce pays sur le plan académique, Tout à fait. ou sur le plan culturel, ou sur le Oui. plan de la science. Ça peut être un chanteur reconnu, renommé, d'abord reconnu au niveau de son pays, Oui. c'est-à-dire une autorité nationale et peut-être internationale. Oui. De nos jours, c'est quand même relativement facile d'atteindre une autorité internationale puisqu'il y a les médias sociaux qui Tout à permettent fait. de... Voilà. Donc, vous rencontrez un avocat, vous qui êtes chanteuse au Cameroun, oui, je m'appelle Lady Ponce, je vais vivre aux États-Unis. Ok, je dis Lady Ponce, apporte-moi tes CD, tous les awards que tu as reçus, les photos, ta carte d'identité, enfin, je vais dire ton passeport, ton acte de naissance, etc., etc., le nom de tes enfants et de ton mari. Oui. Je fais un dossier, j'envoie à l'immigration. Maintenant, c'est à moi de convaincre l'immigration que, en fait, c'est Lady Ponce, on la connaît au Cameroun déjà, en Afrique centrale, dans le monde. Oui. Et voilà les vidéos qui montrent que, etc., etc., etc. Donc, Il y en a de même pour les sportifs. il y en a de même pour les certainement. sportifs, les Ouais. basketteurs, les Les volleyeurs, footballeurs. les footballeurs, etc., etc. Oui. Donc, il y a aussi les sponsors par les employeurs Oui. ou par les clubs, etc. Bon, disons, ça, c'est une procédure qui est moins courante parce que ce n'est pas tout le monde qui a des capacités ou la notoriété que ce genre de visa demande. Revenons un tout petit peu sur le cas des étudiants. Donc, on immigre en tant qu'étudiant. Est-ce qu'il y a une possibilité après donc, de transférer ou d'ajuster ce statut et obtenir un statut de résident permanent? C'est le cas d'un des professeurs qui a été notre invité précédemment, le professeur Martial Lonla, qui est venu comme étudiant en master, mais qui finalement aujourd'hui est détenteur d'une carte verte aux États-Unis. Certainement parce que, sans connaître les particularités du cas du professeur Martial, certainement parce qu'il a été sponsorisé, Oui. soit par son université, parce que l'université a été séduite par ses capacités intellectuelles, Oui. et qu'il a certainement travaillé pour cette université dans le cadre de ses études. Tout à fait. Donc, une espèce de work study, si je peux appeler ça comme ça. Oui. Donc, il s'agit là d'un ajustement de statut. Donc, l'université devient votre employeur. Oui. Je suppose que l'université a fait une pétition en tant qu'employeur, Tout à fait. ou bien tout simplement un dossier comme quelqu'un qui avait des capacités exceptionnelles, et Oui. puis ça se joue entre l'employeur ou le sponsor ou l'université et l'immigration. Tout à Dès fait. que c'est approuvé au niveau d'immigration, la lettre d'approval Oui. est remise aux bénéficiaires, et puis la green card sort, tout simplement. Oui. Bon, maintenant, revenir sur les histoires, la question que vous avez posée au départ entre l'asile et le mariage. Bon, disons que moi j'encourage les gens, évidemment, en tant qu'avocat, de se marier de bonne foi. Tout à fait. C'est très important parce que ça, c'est le point de départ de toute démarche avec l'immigration. Écoutez, moi, personnellement, quand les gens entrent dans mon bureau, nous ne sommes pas des enquêteurs. Ok, Oui. on prend ce que le client vous dit à sa juste valeur. Tout à fait. Donc, tous les mariés ou tous les mariages où les gens n'ont pas d'enfants, pour moi, je considère que nous avons the burden of proof, Oui. donc je prépare les gens de la même façon.
Je n'ai pas besoin de savoir si vous avez épousé votre cousin ou bien votre voisin ou si c'est un vrai mariage. Ça n'intéresse pas l'avocat. Ce qui intéresse l'avocat, c'est ce que vous lui apportez comme preuve. Vous me comprenez? Donc, déjà, la preuve, ce n'est pas l'acte de mariage. Écoutez, ne venez pas avec juste l'acte de mariage, ce n'est pas ça la preuve. La preuve, c'est la preuve de la cohabitation. Quand les gens sont mariés, ils sont dans la même maison, ils payent les mêmes factures, les factures vont à la même adresse, ils ont un compte bancaire commun, même si chacun a son compte bancaire à côté, il y a quand même un compte pour les factures régulières, ils passent du temps ensemble, ils ont des photos ensemble, ils se connaissent. C'est ce qui est demandé par l'immigration pour prouver que le mariage est de bonne foi. Parce que l'immigration américaine, il y a une présomption de faux, si vous voulez. Tout à fait, oui. Quand un citoyen américain épouse une étrangère, que ce soit un citoyen naturalisé américain ou né aux États-Unis, it doesn't matter. Voilà. Donc c'est à nous de prouver que le mariage est légitime et de préparer les clients, préparer le client pour qu'il sache ce qu'il va dire. Parce que, écoutez, il y a des gens qui sont mariés depuis 15 ans, mais le mari ne connaît pas la date d'anniversaire de la femme. Voilà. Donc ça arrive. Donc, mais par contre, les Blancs, ça n'arrive pas aux États-Unis parce que, vous prenez, chez nous en Afrique, donc, pour le mariage, c'est ça. Oui, et pour l'asile, il me semble qu'il y a beaucoup de sous-catégories. Bien sûr, l'asile, c'est toute une science, parce que toute une science, c'est-à-dire tout un cours. Ce que je voulais dire par là, c'est que les gens parlent beaucoup d'asile politique. Et je dis toujours aux gens, parce que je connais des gens qui sont arrivés ici il y a quelques années et qui n'avaient pas vraiment de raisons politiques pour lesquelles ils sont partis du Cameroun, oui, pour lesquelles ils ne veulent pas rentrer au Cameroun, qui ont cru que les portes de l'asile leur étaient fermées. Non, il y a plusieurs catégories d'asile. L'asile, en fait, est basé sur la persécution. C'est vrai que la loi définit exactement, et la liste n'est pas exhaustive, hein, la loi définit exactement dans quelles conditions vous devez être persécuté pour pouvoir avoir l'asile et qui doit être l'auteur de votre persécution. Mais sachez quand même que il n'y a pas que l'asile politique, il n'y a pas que le militantisme, si vous voulez. Déjà que l'asile politique, ce n'est pas seulement le militantisme. L'asile politique, c'est aussi ce qui décrit une situation. Par exemple, laissez-moi vous donner un exemple qui soit plus facile. Dans un pays, par exemple, où, comme au Cameroun, où les gays sont reprimés par la loi, où l'homosexualité est condamnée. Si vous êtes quelqu'un qui défendait les droits des homosexuels, c'est un geste politique parce que vous allez à l'encontre du statu quo, d'une loi qui est passée à l'Assemblée. Donc, pour ça, si vous êtes persécuté à cause de votre position libérale sur ce sujet-là, vous pouvez obtenir. C'est ça un asile politique, par exemple. Okay? Si vous êtes quelqu'un, peut-être, je ne sais pas, qui veut absolument défendre les handicapés au Cameroun parce que les handicapés ne sont pas entretenus, il n'y a pas de route pour les handicapés, ils sont négligés. Évidemment, si vous vous mettez au fond à accuser le gouvernement de n'avoir rien fait pour les handicapés ou bien pour un groupe social qui n'est pas reconnu, qui n'est pas encadré, voilà, vous pouvez, c'est ça un asile politique. Mais il y a des asiles qui peuvent aller des femmes battues, parce que la loi de l'asile évolue tout le temps. L'autre jour encore, on a eu à gagner un cas à la cour du 4e circuit qui reconnaissait les gens qui sont des malades mentaux comme des victimes qui peuvent bénéficier de l'asile dans le cadre de la persécution à un groupe social mentaux. Il y a les groupes sociaux qui se créent tous les jours. Et la loi est assez évolutive dans ce sens. Donc les gens ne doivent pas penser que parce qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une persécution basée sur une appartenance à un groupe politique, ils ne peuvent pas demander l'asile. D'où l'importance, encore une fois de plus, de se rapprocher de l'expert. Parce que si nous nous arrêtons seulement à la voisine du quartier, elle n'étudie pas en fait l'évolution de la loi sur l'immigration aux États-Unis. Tandis que l'avocat, c'est son rôle à chaque fois de se recycler et donc d'être à jour sur même si la loi n'y est pas encore, parce que ce n'est que le travail d'experts et d'avocats qui font que les arguments, le travail qui fait que la loi évolue. Parce que, écoute, s'il n'y a pas une situation spécifique qui fait jurisprudence, la loi n'évoluera pas. Donc, venez quand même voir l'avocat avec votre situation, expliquer
pourquoi vous ne voulez pas rentrer au Cameroun. Tout à fait. Si vous êtes une femme battue, si vous êtes la mère d'un enfant qui est gay, et voilà, si, en fait, venez chez le médecin et c'est le médecin qui va vous dire quel est le traitement qui va s'appliquer à votre situation. Et s'il n'y a pas de traitement, il vous dira qu'il n'y a pas de traitement. S'il y a un traitement qui marche un peu, qui va vous donner un peu de repos, mais pas la guérison totale, vous aurez ces réponses quand vous irez chez le médecin. Donc j'encourage les gens à venir chez l'avocat, poser des questions et puis avoir aussi le feeling de votre avocat. Il faut avoir fait une demande d'asile, il me semble que c'est 1 année. Et absolument. Donc, si on se retrouve d'avoir passé plus d'1 année aux États-Unis et donc de n'avoir pas fait une demande d'asile, est-ce qu'il y a d'autres cas comme ceux-là qui ont pu quand même réussir à obtenir une approbation au niveau de l'immigration, comme par exemple des parents qui ont des enfants américains ou bien des personnes qui donc après 2 années sont toujours sous le poids de cette persécution et ne peuvent pas retourner. Bon, laissez-moi déjà compléter la loi. Okay? La loi dit que l'asile doit être demandé la première année. Oui. C'est-à-dire avant son premier anniversaire aux États-Unis. Oui. Vous devez envoyer votre dossier d'asile. Et la logique, c'est que, bon, écoute, si vous êtes vraiment persécuté dans un pays où vous avez peur qu'on vous déporte, vous devez vous dépêcher de signaler aux autorités pour demander leur protection. Ok? Mais la loi dit justement que si vous n'envoyez pas votre dossier pendant cette première année, vous ne pouvez plus demander l'asile, sauf si vous pouvez prouver que vous entrez dans ces exceptions. Et il y en a plusieurs. Ok? Je vais vous donner un exemple, par exemple. Un enfant qui arrive ici à 14 ans avec ses parents. Les parents sont sans papier, ils s'en foutent. Ok? L'enfant reste là jusqu'à ce qu'il il entre à l'école déjà. Comme on ne demande pas les papiers, tant mieux. C'est qu'on va à l'école sans papier ici. Mais bon, quand il passe le bac, c'est-à-dire quand il finit avec le lycée, il faut aller à l'université, on commence à lui poser des questions, le social, etc. etc. Bon, imaginez peut-être que cet enfant-là veut faire une demande d'asile à 19 ans parce qu'il se rend compte qu'en fait, je peux profiter peut-être de l'histoire de mes parents, comme on les a maltraités au pays parce qu'ils étaient membres de RDPC, je ne sais pas trop quoi, où ils ont fait X, Y, Z. Donc je vais profiter de l'histoire de mes parents parce que j'ai quand même vécu un peu ça pour demander l'asile. Donc, sans entrer dans les détails de ce cas, sur le mérite du cas, parlons seulement du problème d'un an. Techniquement, quand cet enfant va faire sa demande d'asile, on va lui dire que, ah, désolé monsieur, trop tard. Ok? Mais il a une exception à laquelle une exception s'applique dans son cas. Ce qu'on appelle circonstances extraordinaires. C'est-à-dire l'enfant était mineur. Quand il entre aux États-Unis. Voilà. Donc, il était mineur, il était sous la dépendance de ses parents. Je n'ai pas dit qu'il ne savait pas ce que c'est que le droit, parce que ne pas savoir, ce n'est pas une excuse. Mais il était mineur. Or, la minorité, c'est une exception à la loi d'un an. Très bien. Ok? Ça, c'est pour le cas de l'enfant qui arrive... et quand je parle de minorité, je parle de minorité de l'immigration, c'est-à-dire c'est 18 ans. Hein? C'est pas 21 ans. Parce qu'entre 18 ans et 21, on est quand même un peu... Mais si l'enfant attend peut-être 25 ans ou 23 ans, pour se rappeler que tiens, je peux faire une demande d'asile parce que je suis arrivée ici quand j'avais 6 ans, je n'avais pas les papiers et mes parents, blablabla, je ne peux plus faire l'asile parce que la loi d'un an s'applique. Je vais dire que j'étais mineur. C'est vrai, il était mineur. Mais le deuxième critère, c'est que même si vous étiez mineur, d'accord, on vous pardonne, mais vous devez quand même faire votre demande dans une certaine raisonnabilité. C'est-à-dire à un temps raisonnable. Vous comprenez? Tout à fait. Donc, si vous êtes devenu majeur le 1er janvier 2015, ce qui est raisonnable, c'est que vous demandiez dans les 6 mois qui suivent. Si vous attendez 5 ans, d'accord, vous êtes mineur, mais sur la raisonnabilité, vous avez... Et c'est là où votre histoire s'arrête. Donc, il y a quand même... Donc, maintenant, c'est le rôle de l'avocat de négocier tout ça. Donc, ne restez pas à la maison, vous dites que, ouais, comme je n'ai pas demandé depuis, je ne peux plus demander. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et la deuxième exception, c'est non seulement les cas comme les minorités, ou les cas de maladie. Par exemple, j'ai eu une dame qui est arrivée ici, je pense, 2008, et elle a eu un cancer des ovaires. Donc, elle a été ma cliente il y a 2 ans, 3 ans. Elle avait passé ses premières années. Elle a eu un cancer des ovaires, pas le jour où elle est arrivée. Tout à fait. Ça s'est passé dans les 5 ans qui précédaient en fait sa demande d'asile. Mais j'ai utilisé ça
pour bénéficier de l'exception. Tout à fait. Parce que même si elle a été malade les 2 ans qui précédaient la demande d'asile, et que les 2 premières années, elle n'était pas malade, il faut déjà que je leur prouve qu'elle est malade et que je leur dise que elle n'était pas malade, elle n'avait pas été diagnostiquée. Tout à fait. Mais elle souffrait des douleurs depuis le jour où elle est descendue de l'avion. Tout à fait. Donc, il faut voir un Jusque-là, il y a avocat. encore une exception qu'on peut prendre en considération. Voilà, il y a la maladie. Et c'est le rôle donc de l'avocat de déterminer quelles sont Voilà. ces exceptions. De regarder, Voilà. je prends toujours l'analogie du malade Oui, et de voir ce qu'on peut faire pour... apporter un traitement. voilà. Donc, il y a tous ces exemples, il y a des exemples, il y a des façons de gérer Et une dernière exception, j'ai envie de parler, c'est important. Il peut arriver que les circonstances pour lesquelles vous demandez l'asile n'existaient pas Ok. au moment où vous êtes entré dans ce pays. Que en fait, vous êtes arrivé dans ce pays pour vous chercher, comme on dit, Oui, et que vous n'avez forcément pas une demande d'asile, vous n'avez pas peur de rentrer au Cameroun à l'époque, oui, et que maintenant, subitement, vous avez peur de rentrer au Cameroun. 10 ans après. Oui. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, votre grand frère est devenu un grand opposant et on l'a tué, par exemple. oui. Ou il est devenu président ou président d'un parti, ou il est devenu le chef de Boko Haram, et vous avez peur que si vous rentrez, il va vous recruter de force. Ça, c'est vrai. Donc il y a des Oui. circonstances. Qui sont toujours, une fois de plus, à personnaliser. Donc ce n'est jamais, comme Les on cas dit... se suivent mais ne se ressemblent Tout pas. à fait. Chacun a son problème. Oui. Donc il faut venir voir l'avocat. Ne restez pas à la maison, vous dites que je n'ai pas les papiers, je suis découragée, etc. etc. Non. En tout cas, Maître Cécile, merci infiniment pour ces informations suffisamment détaillées. Ce qu'on retient du discours de Maître Cécile, c'est qu'un avocat joue le rôle du médecin quand vous êtes malade. Quand vous avez la possibilité de vous rendre aux États-Unis et que vous décidez d'y rester, vous avez forcément besoin d'avoir un statut légal. La meilleure personne pour vous accompagner, pour obtenir ce statut légal le plus rapidement possible et de manière personnalisée, c'est un avocat. Et même quand on parle d'avocats, il y en a encore qui sont spécialisés dans certains domaines et pas d'autres. Et dans le cas d'espèce, nous avons eu le plaisir de discuter aujourd'hui avec un avocat qui est spécialisé dans le domaine de l'immigration. Et il y a une question qui me vient en tête pendant que je suis là, avant qu'on ne clôture cette interview, pour nos membres du groupe Africans Achieving the American Dream qui nous regardent aujourd'hui. Et s'il arrivait que notre échange d'aujourd'hui les décide à venir vous rencontrer pour une consultation, est-ce qu'il serait possible de leur faire une consultation gratuite? Ben, écoutez, je veux bien faire des consultations gratuites, mais je vais vous dire quelque chose de très simple. Hein. Mes consultations coûtent $100. Oui, Pour moi, c'est le minimum. tout à fait. C'est important pour moi de savoir qui prend son statut d'immigration au sérieux et qui ne le prend pas. Tout à fait, oui. Voilà, parce que $100, c'est le prix d'une bonne bouteille de vin. En plus, Si on peut s'offrir une bouteille de vin à $100 dans un maquis ou dans un restaurant, oui, on peut certainement investir $100 pour quelque chose qui est important. C'est aussi ma manière pour moi de faire un tri oui. entre ceux qui veulent juste vous emmerder, excusez-moi le terme, Non, c'est et normal. ceux qui sont sérieux Oui. dans l'obtention des papiers. Vous Entièrement comprenez? d'accord. Voilà, ça me permet aussi de faire un tri parce que je dois réserver mon énergie et mon intelligence pour ceux qui me payent. Je suis Parce que en fait, mon absolument travail, d'accord c'est de avec vous. parler, c'est d'expliquer des choses. Oui. Et si je commence et si je commence à accepter qu'on vienne m'écouter, Oui. qu'on vienne écouter mes connaissances, Oui. qu'on vienne utiliser mes connaissances Oui. sans payer, ça c'est pour me dévaloriser. Je suis absolument Voilà, donc d'accord. Je crois $100, que c'est ce c'est que tout le raisonnable. monde paye, amis, tonton, tata. Oui. Même ma mère a payé $100 pour venir ici. Quitte à ce que je lui remette ça après, Oui. sous C'est une autre forme. raisonnable, oui. Ok? C'est tout à fait raisonnable. Voilà. Merci infiniment de nous avoir accordé votre attention aujourd'hui pour cette première édition de Road to Success, cette émission qui est consacrée aux immigrés africains qui souhaitent s'intégrer aux États-Unis. Cette première édition a été consacrée à l'immigration qui est la porte d'entrée même pour une vie aux États-Unis. Hein. Il faut commencer par avoir un statut légal. Et comme Maître Cécile nous l'a fait comprendre aujourd'hui, investissez dans votre avenir. $100 de consultation, c'est tout à fait raisonnable parce que c'est ce même montant
qu'on aurait pu utiliser pour aller boire un champagne lors d'un événement populaire. Nous avons également au cours de cette émission échangé avec le professeur Martial Lonla, qui est venu comme étudiant aux États-Unis, mais qui finalement a pu obtenir sa carte verte à travers son employeur, l'université dans laquelle il a servi. En conclusion, il n'est pas question de croire que quand vous arrivez aux États-Unis, vous n'avez que l'option soit du mariage, soit de l'asile. Vous avez le droit à beaucoup d'autres options. Il vaut mieux vous rapprocher d'un expert pour cela. Merci infiniment pour votre attention. Rendez-vous sur notre page sur Facebook, Africans Achieving the American Dream. Si vous êtes aux États-Unis ou bien si vous désirez venir aux États-Unis, ce sera la page pour vous informer. Et si vous souhaitez vous joindre à nous afin d'aider donc cette communauté d'Africains aux États-Unis, n'hésitez pas de nous contacter. Merci infiniment et à la prochaine édition.